Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur la 91.9, la radio qui mouille le maillot, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci d'accueillir la référence sportive chez vous. Eh bien, Dingue de Sport de ce jour parle de la randonnée pédestre qui a lieu le week-end à la plage, le championnat national d'athlétisme je parlais plutôt du championnat national de basketball qui s'ouvre vendredi et ce jusqu'au dimanche. On va en parler. Paolo Duarte en conférence de presse vendredi au siège de la FTF pour annoncer la liste des éperviers retenus pour le dernier match des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Cap-Vert. Le Togo déjà éliminé, vous le savez, va se faire plaisir certainement dans ce match. Les éperviers dames catégorie U20, elles, s'apprêtent à disputer le match du premier tour des éliminatoires du Mondial 2024 de la catégorie contre la Guinée-Bissau. C'est juste le week-end à venir. Dingue de Sport invite aujourd'hui Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM Prosper Agboklou. Et Thierry Nourou est en studio. Il fait partie de la direction technique à la FNB Togo et est chargé également de la formation des arbitres. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Olivier Koudio, OK, et puis la vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Merci de nous accueillir. Je suis Franck Nounyama. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous pouvez également recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous encourager, de nous soutenir. C'est Dingue de Sport. Ce mercredi, on va commencer par saluer nos invités. Thierry Nourou, on vous l'a dit, il est membre de la direction technique à la FNB Togo et puis il est chargé de la formation des arbitres. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Franck. Et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir. Bonjour, Grégoire Attignon. Bonjour, Franck, et bonjour à tous les fidèles branchés. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Merci pour l'invitation, merci et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bien, on va commencer par parler d'une course ou bien d'une marche qui a lieu le week-end à la plage. C'est la première édition de cette randonnée pédestre d'endurance à la plage. On va savoir un peu plus ce que c'est avec Komi Diahanou. Il est le directeur, pas le directeur, le troisième vice-président de la Fédération togolaise pour sport pour tous. Et puis Nikwe Kwete également qui se prononce sur cette activité. Lui, il est le secrétaire général du district Lomé-Plage. Lorsqu'on parle de randonnée pédestre d'endurance, on parle de la marche. Je voudrais dissocier un peu. Nous avons trois types de marches. La marche ordinaire que nous avons l'habitude de faire. La marche rapide, il y a un objectif devant que tu veux prendre et tu te mets en rapidité. Et la randonnée pédestre est une forme de marche rapide avec des méthodes et des techniques appropriées. En randonnée pédestre, le dernier pas doit être au sol avant que le second ne parte. On a une position droite et le bras est perpendiculaire au corps. En fonction de cette technique-là, on va droit et on est rapide. Voilà la randonnée pédestre d'endurance. C'est le 3 à venir, c'est-à-dire juste, si on fait bien les comptes, c'est dimanche, non? C'est dimanche. Où est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y a, on va dire, un itinéraire bien déterminé? Comment vous le faites? La randonnée va se faire à la plage Ibis, et qui regroupe tous les clubs du district Lomé-Plage. Et nous aurons à faire notre départ au feu rouge Ibis. Et nous allons prendre le côté gauche de la voie pour aller vers la frontière. Juste après l'ambassade d'Allemagne, il y a des bars qui se sont alignés. Juste devant le premier bar, on tombe dans le sable et on revient dans le sable pour revenir au feu rouge d'Ibis. Là, ça nous fait 3 km 500 pour les vétérans. Randonnée pédestre, une marche rapide, oui. C'est l'endurance également. Alors, ça n'a rien à voir avec les marches qu'on voit au championnat du monde d'athlétisme, aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est la même chose, non? Il y a une légère différence par rapport à la droiture du corps et au mouvement des bras qui sont perpendiculaires au corps. La Fédération togolaise de sport pour tous a dû former les gens à cet effet? Oui. Nous avons commencé les formations, nous sommes toujours en train et nous allons le parfaire avec les jours qui viennent.
Côté Nikoué, qu'est-ce que vous avez à faire dans cette première édition randonnée pédestre d'endurance? Merci. Étant donné que c'est le district Lomé-Plage qui coordonne cette compétition, donc nous sommes obligés de tout faire pour que l'événement puisse avoir un bon visage. Voilà, c'est ça notre devoir. Nous avons à organiser la compétition en bonne et due forme. L'objectif du district Lomé-Plage, c'était quoi derrière cette première édition randonnée pédestre? Oui, l'objectif, c'est d'avoir des masques, les talents, les futurs talents, pour qu'on puisse avoir des compétitions internationales. Bon, je ne peux pas parler de compétition nationale parce que ça, bon, c'est pas ce que nous visons. Nous voulons aller loin. Donc, pour qu'on puisse aller plus tard compétir à l'international, pour monter haut le drapeau togolais dans cette compétition. Étant donné que la marche, c'est le meilleur des sports quand même. Le meilleur des sports. Tout est fait prêt pour aller sur cette randonnée pédestre dimanche, on va dire? Parfaitement, je vous le promets, tout est fait prêt. Nous avons mis de maximum pour que la compétition soit une compétition bien réussie. Étant donné que c'est la première édition, donc tout est fin prêt. Nikoué Kouité, il est le secrétaire général du district Lomé-Plage. Il parlait de cette activité randonnée pédestre d'endurance qui a lieu dimanche à la plage. De même que Komi Diahanou, lui il est le 3e vice-président de la Fédération togolaise de sport pour tous. Eux tous parlaient de cette activité. Si vous aimez la marche, une randonnée, rendez-vous dimanche à la plage pour voir ce que c'est exactement. Et cela nous envoie maintenant à la balle orange. Vous savez que le championnat national de la discipline commence ce vendredi et des clubs arrivent d'ailleurs de l'intérieur du pays. Nous avons en studio Djeri Nourou. Il fait partie de la direction technique à la FNB Togo et puis chargé de la formation des arbitres. Alors, le championnat va commencer vendredi, c'est la phase nationale. À quoi doit-on s'attendre? Alors, merci beaucoup. En principe, il y a beaucoup d'innovations dans l'organisation de ce championnat, beaucoup d'innovations, parce que précédemment, c'était organisé où les gens jouaient dans des temps courts, c'est-à-dire courts, mais et puis avec des chronos ouverts, donc ça ne respecte pas les règles du basketball international. Donc aujourd'hui, pour rester dans ce schéma, dans un schéma normal, international, le COMEX a choisi de faire un système de quart de finale, demi-finale et puis finale. Donc tout en sachant que chaque équipe qui viendra pour cette compétition-là aura à faire 3 matchs, chaque équipe. Ce qui veut dire que si vous gagnez, vous continuez dans le tableau des finales. Et si vous perdez, vous allez dans le tableau des classements. Voilà comment le temps. Maintenant, il y a cette innovation. Et puis, il y a aussi le fait que la Ligue de Lomé, c'est-à-dire est représentée par son champion, son vice-champion et puis les suivants, donc le 3e, 4e. Et les deux ligues qui ont vraiment fonctionné, la Ligue maritime Plateau, qui a vraiment joué et qui a qualifié 2 équipes, et la Ligue du Septentrion a également qualifié 2 équipes. Donc un tirage au sort a été effectué, et ce tirage au sort, contrairement à ce qui se passait précédemment, c'est que ce tirage au sort a été effectué en amont, ce qui laisse la possibilité aux équipes de se préparer en fonction du tableau avec qui ils vont rencontrer. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'il y a comme innovation. Très bien. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui arrivent également de l'intérieur. Il y a Kaba, il y a Semassi, il y a TBBC, il y a Scan de Tabligo. On va d'ailleurs écouter Jonah Bakoul, qui est un peu, on va dire, le patron de la Ligue du Septentrion.
Lorsque vous prenez nos ligues et championnats qui a eu lieu au niveau de nos ligues également, la distance joue beaucoup. Donc quitter Tchamba pour Kara, quitter Tchamba pour Sokodé, quitter Tabligbo pour Kbalimi, ainsi de suite, ça c'était déjà une découverte pour les jeunes. Maintenant, être qualifié et dire qu'on vient pour jouer avec les clubs de Lomé que vous ne connaissez pas également, je pense que c'est une opportunité. Toutefois, ils vont venir aussi acquérir au même moment, affronter pour voir ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils vont découvrir. Quelle sera la différence? Et maintenant, chacun va pouvoir tirer quelque chose qui va lui servir pour l'avenir. Même si les équipes de Lomé aussi vont apprendre des clubs de l'intérieur, parce que les systèmes qui seront utilisés ne seront pas les mêmes. Les différentes manières de jouer aussi ne seront pas les mêmes. Quelque part, les coachs aussi de Lomé vont voir que il y a telle situation qui m'a beaucoup embêté et prochainement, ça pourra l'aider pour les jours à venir. Jonah Bakoul de la Ligue du Septentrion. Techniquement, est-ce qu'on peut dire déjà que oui, les clubs de Lomé sont au-dessus, sont avantagés dans ce qu'il va se passer sur le week-end? Alors, on pourrait le dire, mais alors, les équipes de l'intérieur, cette année, ont fait un véritable championnat. Donc, ça pourrait laisser des surprises. Véritable championnat, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il y a eu plus de matchs? Il y a eu non seulement plus de matchs, mais ça ne s'est pas joué en une journée. Avant, c'est-à-dire on regroupait les équipes et puis faisait une journée ou des éliminatoires. Le lendemain, ils jouaient les finales et puis c'était fini. On qualifiait les équipes. Mais là, les équipes ont joué vraiment des championnats aller-retour avec des playoffs. Donc, ce qui veut dire c'est vrai qu'ils n'ont pas la quantité de matchs que les équipes de Lomé ont dans les jambes, mais ils ont quand même un certain nombre de quantités de matchs qui leur permettraient de pouvoir s'adapter au fur et à mesure où ils vont rencontrer des adversaires. Maintenant, aujourd'hui aussi, je peux dire que je connais un certain nombre de coachs qui sont sur ces clubs-là, qui ont été formés, qui ont été suivis par la direction technique et qui peuvent présenter une équipe qui pourrait créer une surprise. Voilà, donc il faut noter que surtout lorsque vous prenez l'équipe de Kara Sokodé, Kara surtout est composé de beaucoup d'étudiants qui sont à Kara et qui fréquentent là-bas. Et donc c'est vraiment une opportunité pour eux de pouvoir montrer ce qu'ils ont eu à apprendre avec un coach qui est expérimenté et qui est connu même des clubs de Lomé. Comment pouvez-vous envisager déjà le niveau de ce championnat national-là? Alors, la particularité, ce qui me plaît dans ce championnat, c'est que on n'a pas mis les équipes de Lomé sur un piédestal. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est un tirage au sort qui a été effectué comme ça. Ce qui fait que déjà, quand vous prenez les matchs, il y a un match qui va opposer deux équipes de Lomé d'entrée de jeu en quart de finale. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité qu'une équipe de l'intérieur se retrouve en demi-finale. Alors que précédemment, lorsqu'on prend, ils arrivent, on les met dans des poules et puis ensuite, vous allez voir que finalement, ce sont les équipes de Lomé qui vont rester. Donc moi, je sais que ce championnat va être un peu particulier aussi bien pour les joueurs que pour les entraîneurs. Et ça va apporter un plus vraiment au basketball togolais. Au basketball togolais, on va désormais donner la parole à Robert Ajavon. Lui, il est le secrétaire général de la Fédération nationale de basketball Togo. Quand nous prenons déjà la Ligue Maritime Plateau, ils ont eu à regrouper au moins 7 équipes masculines pour jouer le championnat. Tchévier Basketball Club est sorti équipe championne de la zone, accompagnée par la vice-championne qui est Scan Togo de Tablibo. Ils sont quand même bien outillés pour pouvoir titiller les équipes de Lomé. Quand nous prenons aussi la Ligue du Septentrion, là-bas ils ont joué même à 3 poules par région, région Savane, région Kara et puis région centrale, pour finir par jouer les playoffs, réunissant les 4 meilleurs des 3 régions, entre Kaba, Semassi, Newstad, Tchamba, Foba de Dapaon. C'est 4 équipes qui ont joué les playoffs pour nous sortir à la fin une équipe de Kaba, championne, avec Semassi de Sokoré comme vice-championne. Eux aussi, ils ont joué pas mal de compétitions, au moins 3 à 4 mois de championnat pour nous dégager ces équipes-là qui viendront les représenter à Lomé. Robert Ajavon, le secrétaire général de la Fédération nationale de basketball Togo. Si vous aimez la balle orange, il n'y a rien à faire. Le déplacement s'impose à partir de vendredi au terrain de basket stade municipal. Alors, du côté de l'organisation, tout est fin prêt. Les clubs sont déjà arrivés. On sait à quoi s'en tenir complètement désormais. Oui.
Actuellement, étant donné que les clubs ont été présents au niveau du tirage au sort, et tous les clubs, ils savent à quel moment ils vont arriver, et ils savent à peu près où est-ce qu'ils vont rester, ils savent comment ça va s'organiser et ils savent ce qu'ils doivent faire pour pouvoir être parmi les meilleurs. Ensuite, au niveau de l'organisation, tous les aspects ont été, on a tenu compte de tous les aspects, aussi bien au niveau de l'aspect technique, de l'aspect préparation des stades et la sécurité et tout. Voilà, donc il y a eu plusieurs réunions pour préparer ça et je peux vous dire que ça vaut le coup de passer au stade municipal terrain de basketball pour voir le spectacle que les équipes vont nous fournir. Vous êtes dans le domaine depuis très longtemps. Si on vous demandait aujourd'hui de parler du basket togolais, est-ce que ce sport a de l'avenir? Beaucoup doutent là-dessus. Est-ce que ça va prendre? Alors, je crois que avant la Covid, l'ambiance qu'il y avait et tout le reste, ça n'augurait rien de bon, c'est-à-dire pour moi. Donc je me disais que on n'allait pas pouvoir s'en sortir, est-ce que nous avons un avenir, ainsi de suite. Alors, je crois qu'après la Covid, et avec la manière dont les choses se font maintenant, on a vu une nouvelle dynamique avec la formation de jeunes, beaucoup de formations de jeunes qu'il y a eu, et beaucoup de formations qui continuent par avoir. Il y a beaucoup de camps qui se déroulent. Et lorsque je regarde un tout petit peu autour en Afrique, la façon dont beaucoup de pays ont pu s'en sortir et titiller les grands de ce monde, je me dis que nous sommes sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Pour avoir eu la possibilité d'arbitrer des grandes équipes et de discuter avec des directions techniques ailleurs, j'ai compris que tout est passé par une bonne formation et puis ensuite une suivi d'une cohorte de joueurs formés et qui après donne de l'efficacité au niveau des équipes nationales. Maintenant, et comme on le dit souvent, c'est toujours le nerf de la guerre. Parce que si tout ça est fait et qu'il y a un accompagnement qui suit, je suis sûr que d'ici 5 ans, au moins, on pourra compter parmi les meilleures équipes de basketball dans le monde. Et prétendre, pourquoi pas, aller à l'Afro-Basket. Et d'ailleurs, la Coupe du monde de la discipline se dispute actuellement. Il y a l'Égypte, il y a l'Angola, il y a la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Soudan du Sud. 4 sont déjà éliminés actuellement. Je ne sais pas trop le score du Cap-Vert. Mais que dites-vous là-dessus, le basket africain? Alors, je peux dire que d'abord, pour dire que le Soudan du Sud, on sait que c'est une équipe qui nous a montré vraiment du beau basket. Moi, j'ai suivi pratiquement tout. Là, je suivais encore un match au moment où on attendait. Et je sais que ces équipes-là, ils ont vraiment mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir être performants. Et quand vous regardez les matchs, vous voyez que même lorsqu'on les gagne, ce n'était pas comme avant. Oui. Voilà, parce que ce n'était pas des scores de 100 à 60. Voilà. Donc, on se retrouve avec des scores où je crois que l'équipe qui a resté le score le plus criard, c'était l'Espagne et Côte d'Ivoire, avec une 30aine de points. Mais le reste, c'est des scores qui sont vraiment étriqués. Et très sincèrement, ils font honneur au continent. Et ça, on est bien content de voir ça. Ça veut dire que les équipes africaines évoluent beaucoup. Dans la pratique du basketball et peuvent vraiment tenir tête aux grands. Par exemple, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir se qualifier, mais a perdu au dernier moment face au Brésil. Voilà, pour véritablement rentrer. Maintenant, ils vont jouer sur les classements. Et le Cap-Vert... Le Cap-Vert qui a perdu aussi, et voilà, malheureusement pour le continent africain. On verra à la prochaine édition du mondial. On sait qu'il y a les grands, les États-Unis, on sait qu'il y a l'Espagne qui est d'ailleurs tenant du titre. Donc voilà, les Africains sont en train d'apprendre, c'est ce qu'on va retenir. Oui, aujourd'hui, je crois que les gens ont dépassé le stade d'apprendre. Peut-être nous, on apprend. Mais quand vous voyez ces équipes jouer, vous voyez la Côte d'Ivoire jouer, c'est juste peut-être qu'ils n'ont pas été efficaces à un certain moment. Ce n'est plus une question d'apprentissage, c'est une question
d'être beaucoup plus régulier dans ce qu'on fait, être plus cohérent dans ses actions, trouver un encadrement efficace, élargir surtout l'encadrement. Parce que quand vous voyez certaines équipes, vous voyez une équipe de 12 personnes, mais le nombre d'encadreurs dépasse 12. Voilà, parce que chacun a un rôle à jouer, chacun a un compartiment où il observe, et à la mi-temps, il décortique beaucoup. Ce qui fait que vous allez voir des matchs changer à la mi-temps. Et voilà, c'est ce qui donne vraiment une très bonne impression. Donc, ces équipes-là qui sont là au mondial ne sont plus parties pour apprendre. C'est fini ce stade-là. Les gens sont maintenant en train de vouloir... ils sont aguerris. Voilà, ils sont aguerris. Ils connaissent le haut niveau. Oui. Parce que quand vous voyez... Et puis, ce qui a fait que ce basket a progressé, c'est aussi avec la Basketball Africa League. Ouais. Vous voyez des joueurs comme Konaté Stéphane, des joueurs, le meneur de la Côte d'Ivoire, des gens qui ont marqué leur temps. C'est-à-dire qui ont marqué leur temps. Ils ont eu beaucoup de matchs. Et donc, avec beaucoup de matchs à rebondissement, tout ça a contribué à les voir tenir. Et ça, je suis sûr qu'avec l'intervention de la NBA, là, je suis sûr qu'on va pouvoir vraiment progresser en Afrique et vivement que le Togo puisse emboîter les pas à ces équipes-là. Pourquoi pas en parler du Cap-Vert qui a malheureusement perdu face à la Slovénie 92-77. C'était le dernier espoir du continent africain. Mais bon, voilà, les Cap-Verdiens ont chuté face à la Slovénie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire avant de vous laisser partir? Alors, moi, je souhaite très sincèrement inviter le public à venir voir le spectacle que la Fédération de basketball propose à travers les équipes qualifiées et faire en sorte de demander aussi à ce que ces sports de main que nous pratiquons puissent être soutenus comme le football pour qu'on puisse aussi rapporter des résultats. Et je suis sûr que si au moins un dixième de ce qui est donné au foot pourrait être donné à ces sports de main, et il y aura des champions dans ces sports de main-là. Thierry Nourou, il est membre de la direction technique à la Fédération nationale de basketball Togo, chargé aussi de la formation des arbitres. Merci d'être passé. Merci. Beaucoup de courage à vous et puis à très bientôt. Merci. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On va continuer dingue de sport après avoir parlé randonnée, pédestre et puis basketball. Le championnat national a lieu dans les deux tableaux. Le week-end à venir, ça commence vendredi. Si vous aimez le basketball, allez-y voir ce qu'il va se passer. De l'espoir, tout simplement, pour ce sport. Au niveau du Togo, il faudra mettre plus de moyens parce que le football ne donne pratiquement rien. Il faut donner plus de moyens aux autres sports aussi pour voir ce que ça donne. Et on va parler justement du football avec, le Togo qui n'attend plus rien dans les éliminatoires de la CAN à venir en Côte d'Ivoire, mais est obligé de jouer le dernier match contre le Cap-Vert, déjà qualifié. Voilà un peu la situation dans ce groupe du Togo, le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour cela, Paulo Duarte va être devant la presse vendredi pour communiquer la liste des éperviers retenus pour, on va dire, cette dernière sortie des éperviers de Diène Dacona, mais ses coéquipiers dans ces éliminatoires-là. Grégoire Attignon, on se demande, bon, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un tel match? On sait le Togo déjà éliminé. Que doit chercher le staff technique? Ce sont là quelques questions que se posent les observateurs. Oui, ce qu'il faut rechercher donc à travers ce match, tout d'abord, c'est le classement FIFA. S'améliorer, arriver à avoir une amélioration au niveau donc du classement FIFA. Mais n'oubliez pas que également les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont donc au programme et arrivent très prochainement. Et juste, ce sera la prochaine activité des éperviers puisque ça démarre en novembre prochain. Et donc, je crois que ce match face au Cap-Vert va également permettre justement au staff de voir un tout petit peu la forme justement de cette équipe avant d'entamer ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais vous l'avez si bien dit, le Togo n'a plus rien à gagner ou rien à perdre donc dans ce match-là, ou bien du moins dans ces éliminatoires. Et c'est pourquoi moi je dis, est-ce qu'il faut forcément faire appel donc
à ces joueurs-là, à ces joueurs expatriés, ou bien plutôt donner la chance donc aux joueurs locaux qui également se préparent pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Je crois que ça arrive très prochainement. Pourquoi ne pas donner une opportunité également à ces locaux-là? Maintenant, si véritablement on doit également appeler ces joueurs professionnels, je préfère qu'on mise beaucoup plus sur les joueurs locaux. C'est vrai qu'il n'y a pas championnat, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 fois déjà, cette sélection locale s'est regroupée pour un stage et justement préparer les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. On peut également prendre cette équipe-là, ou bien prendre la majorité des joueurs dans cette équipe locale et faire cette équipe nationale et appuyer de quelques joueurs professionnels afin donc de jouer. Je le dis, je le répète, c'est pour également permettre aux locaux de mieux se préparer pour les éliminatoires du championnat d'Afrique et des Nations. Peut-être Jonas Kokou-Komlan, étant dans le staff, va pouvoir en parler à son patron, donner cette occasion aussi aux joueurs locaux de pouvoir s'aguerrir. Mais apparemment, ce n'est pas ce que pense Paulo Duarte. On va le voir après. Prosper Agbokoulou, un dernier match qui ne compte pour rien pratiquement, si ce n'est, comme Grégoire l'a dit, le classement FIFA. Mais le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde est également effectué. On sait que le Togo a pour adversaire le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie, les 2 Soudans. Mais que rechercher, ou bien que doit-on rechercher dans ce match contre le Cap-Vert? Oui, moi je pense que Paulo Duarte a la lourde mission de pouvoir surfer sur le manque de pression pour cette fois-ci, parce qu'on est déjà éliminé, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de pression. C'est par là qu'il doit peut-être, à mon avis, prendre le taureau par les cornes et préparer 2025 déjà. Essayer des choses. Des choses qui vont permettre d'asseoir vraiment une véritable ossature au sein de l'équipe pour pouvoir jouer la Coupe du Monde 2023. Vous savez, la Coupe du Monde restera 2026. 2026, voilà. Donc, la Coupe du Monde restera également pour lui une échéance future. Donc, il ne peut que profiter, à mon avis, de cette situation pour pouvoir surfer sur vraiment comme on appelle, une équipe conséquente, mettre en place donc des stratégies et faire évoluer donc l'équipe, tester avec plus donc de rigueur et de professionnalisme les joueurs qu'il a sous la main et voir quels sont les joueurs locaux qui aujourd'hui répondent donc à cette exigence internationale, parce que Grégoire vient de le dire, il n'y a pas encore de championnat, ce qui veut dire que la majorité des joueurs s'essayent sans les compétitions. Et je crois que c'est ça aussi qui reste la partie obscure donc de nos projets en football. Le championnat démarre, comme on appelle, après que les équipes se met sur le continent. Donc, je crois que Paulo Duarte a peut-être pour moi le temps nécessaire maintenant pour construire et pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et surfer sur donc, les éliminatoires de la Coupe du Monde pour avoir vraiment une équipe en place. Puisque la Coupe du Monde, même si ça doit se jouer à 48 et qu'il y a 9 places et demi pour l'Afrique, je ne pense pas que le Togo soit parmi, pour l'instant, les favoris pour la qualification, mais pour la CAN, qui se joue donc à 24 sur 54 pays, je crois que le Togo ne doit plus manquer le rendez-vous de la prochaine CAN. Donc pour moi, c'est une occasion, une aubaine pour Paulo Duarte, son staff, de mettre en place une équipe pour la CAN prochaine. Et la Coupe d'Afrique qui va venir après celle de 2023, oui, venant très vite, la Coupe du Monde également, venant très vite, les éliminatoires dont je parle, Paulo Duarte semble, on va dire, focus sur la Coupe du Monde et a des intentions, des ambitions, visiblement. Et vous proposez à votre niveau qu'on donne la chance à des joueurs locaux pour qu'ils puissent grandir aussi. Mais ça va pouvoir se faire puisque le championnat n'a pas encore commencé.
Non, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a déjà eu 2 ou 3 stages de ces éperviers locaux-là, justement pour préparer les éliminatoires du Tchad. Je crois que ces éliminatoires devaient se dérouler, mais aux dernières nouvelles, la CAF a donc repoussé donc, ces qualifications. Mais pourquoi ne pas donner donc, de la chance également? Mais tel que Prosper vient de l'évoquer, je crois que il y a également les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrivent très vite, parce que là, c'est vrai que les éliminatoires du Mondial vont démarrer en novembre, mais juste après la CAN en janvier prochain, les éliminatoires de la CAN 2025 aussi vont commencer. Il faut véritablement préparer ça. Je crois que c'est l'opportunité qu'avait Paulo Duarte quand on avait disputé, ou bien quand le Togo avait disputé les éliminatoires du dernier Mondial qui a été joué donc au Qatar. Le Togo avait l'opportunité de préparer justement ces éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, il a tout chamboulé en changeant catégoriquement son équipe. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce stade de la compétition, on n'est plus qualifié. Le Togo n'est plus qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si véritablement la même chose il va rechercher, parce qu'il avait déjà une équipe qui pouvait lui permettre de bien entamer ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on est parti chercher d'autres joueurs pour changer un peu l'équipe. Et finalement, le Togo est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, est-ce qu'on a appris de cela? Est-ce que le Togo a véritablement appris? Est-ce que Paulo Duarte a appris de ce qu'il avait fait en écartant certains joueurs ou en faisant appel à certains joueurs qui ne se sont pas tellement donnés? Et on voit tous aujourd'hui le résultat. Certes, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais est-ce que l'objectif, c'est justement d'aller à la phase finale de la Coupe du Monde, ou bien l'objectif, c'est se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire celle qui vient après 2024, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2025. Si c'est l'objectif, là, il faut également se préparer. Mais moi, je le dis, je le répète, il faut beaucoup plus donner, parce que le Togo n'a plus rien à gagner, n'a prouvé donc dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Donc, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut plutôt donner l'opportunité à ces éperviers locaux-là. On sait qu'il y a 2 clubs qui étaient sur le continent, l'ASK et ASCO. On a vu ces équipes-là jouer. On a vu également des joueurs là-bas. Pourquoi pas donner la chance à certains joueurs de ces 2 équipes-là? Oui, on sait également que certains joueurs dans le groupe ne répondent pas depuis un moment. Il y a certaines combinaisons qui ne réussissent pas forcément pour les éperviers. On sait que, quoi qu'on dise, Alexis Romao est proche de la retraite que toute autre chose. Oui, c'est sûr, des joueurs qu'il faudra toujours compter ou penser déjà à l'avenir, donner la chance, comme Grégoire le dit, à certains jeunes pour qu'ils puissent prendre déjà la température au sein des éperviers A. Oui, c'est normalement ce qu'il faut faire. C'est l'idéal même pour pouvoir reconstruire. Il faut partir sur des bases saines, choisir des joueurs qui peuvent répondre donc au haut niveau. Mais malheureusement, si on compte encore sur Alexis Romao, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'alternative crédible par rapport à cela. Maintenant, il faut donner la chance à des joueurs qui doivent normalement être en compétition. Est-ce que depuis tout le championnat de D1, de D2, on n'a trouvé aucun joueur qui puisse travailler en milieu de terrain? Est-ce qu'on a déjà donné la chance à quelqu'un? Est-ce qu'on a déjà essayé? Je ne pense pas. Oui, notre problème, c'est que, vous voyez, Franck, le niveau de notre championnat aussi pose énormément de problèmes. Regardez ce qui s'est passé en Coupe africaine. On est parti, on est revenu encore tous. Tu dis que ce n'est pas qu'on n'a pas de... Ça donne raison au sélectionneur? Parfois, moi, je trouve qu'il a raison de douter. C'est de doute. Ce n'est pas le refus, mais il a raison de douter, de dire que... est-ce que ça peut... Parce que le niveau du championnat, franchement, n'est pas du tout attrayant, n'est pas du tout compétitif. Ce qui fait que l'encadrement technique, enfin, Duarte peut avoir des doutes sur la qualité des joueurs parce que le haut niveau, ça ne se négocie pas. C'est ça le problème. Quand vous voyez, par exemple, des milieux de terrain avec lesquels nous jouons parfois, on a tendance à croire qu'ils sont
en manque de compétition et en manque de motivation. Parce que vous savez, quand dans le système pratiqué par l'encadrement technique, l'entraîneur, mis en place par l'entraîneur, le joueur n'arrive pas à répondre parce que il y a comment on appelle, un certain rythme à donner au jeu. Et quand on est en dessous du rythme et que l'adversaire, lui, il conçoit sa pratique par rapport au rythme, je crois quand même qu'il y a ce problème. Donc, moi, je crois que c'est la professionnalisation du football togolais, même à l'interne, c'est-à-dire est, comme on appelle, prépondérant pour pouvoir arriver à trouver des alternatives crédibles pour pouvoir permettre à l'équipe d'aller de l'avant. C'est ça notre problème. Donc, je pense que, vous savez, pour les entraîneurs, on a tendance à croire que peut-être la façon dont nous voyons les gens jouer, c'est de la même manière qu'ils non, ils ont une étude psychologique, une étude tactique et une perception donc de la place où le joueur doit évoluer. Donc pour eux, il y a une lecture technique qui se fait qui est différente des nôtres. Donc ce qui fait que peut-être que nous pouvons trouver des joueurs, mais qui sont en manque de compétition, en manque de rythme. C'est ça notre problème. Et quand on les intégrera dans l'équipe, c'est vrai, ils peuvent tenir pour un temps, mais dans la durée, ça casse. Donc vous voyez à peu près même au niveau du gardien aujourd'hui, on a des problèmes. Celui de France qu'on appelait, comme on l'appelle, Marco Barcola, il ne répond plus. Il ne répond même pas aux exigences. Regardez les 2 buts que nous avons pris contre Eswatini ici. C'est-à-dire qu'il y a des buts cascades qui arrivent. Maintenant, on a pris l'autre de ACK qui, souvent, c'est un bon gardien. Roumeni. C'est ça. C'est un bon gardien, mais ce n'est pas un très bon gardien. Il faut de très bons gardiens, non de bons gardiens, qui, souvent, fait les arrêts et laisse le ballon en chemin. Là, regardez les buts que nous avons pris. Il a été souvent sollicité, très bien sur des actions où il prend le ballon, mais sur les buts. Voyez, donc il faut retravailler maintenant. Maintenant, le niveau de notre championnat ne permet pas d'avoir... Ce n'est pas de sa faute. C'est parce que le niveau du championnat même ne permet pas à nos gardiens plutôt de s'exhiber de manière professionnelle. Donc maintenant, il va falloir donc repenser le truc sur le plan national, remettre le football même en cause, voir comment on doit le pratiquer, former les entraîneurs de manière efficiente pour qu'ils donnent vraiment l'éducation sportive qu'il faut à ces joueurs. Donc, pour un entraîneur qui cherche des résultats, il est obligé, à mon avis, de regarder ailleurs pour voir ce qui se passe en Europe, parce que là, il y a un pédigré plus considérable que chez nous. Donc, on pense que peut-être un joueur qui joue en National 2 ou, comme on appelle la 1, est mieux que celui qui joue en D1 togolais. Donc, pour moi, il y a quand même la problématique est là. Le rythme de notre championnat, le niveau de ce championnat-là ne permet pas d'avoir des joueurs qualité pour pouvoir, comme on appelle, substituer à des gens comme Romao. Et on est obligé de les utiliser encore. Grégoire? Non, mais ce que moi, je voudrais dire que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Romao tend vers sa retraite. Et on doit savoir que Romao doit partir à la retraite. On ne doit pas forcer Romao à continuer à chaque fois parce que ça va arriver à un moment, il sera également fatigué, on ne peut plus continuer. Donc là, on doit le changer, on doit le remplacer. Mais je crois que c'est dès maintenant qu'il faut chercher ce remplaçant-là, celui qui doit véritablement remplacer Alexis Romao dans son rôle de milieu de terrain. On sait qu'aujourd'hui, il y a Roger Aholou qui essaie quand même de faire quelque chose, mais véritablement, moi, je sais que si le staff veut véritablement trouver le remplaçant de Jacques-Alexis Romao, ce staff va le trouver. Vous savez, c'est vrai que nous parlons toujours du championnat togolais. Et oui, ce championnat n'a pas de niveau, on n'est pas professionnel. Mais si on prend véritablement un joueur dans ce championnat, on lui fait confiance, on travaille avec ce garçon, il peut faire ce travail-là. Keshi, paix à son âme, l'avait déjà fait avec Kassim Gouiazou. Et on a vu Kassim Gouiazou à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'était pas professionnel. Il était un joueur local parmi les professionnels, mais il a véritablement tenu donc dans son rôle. Ce qui veut dire que si on prend un joueur... Aujourd'hui, nous parlons de ce championnat, mais c'est de ce championnat-là qu'est sorti aujourd'hui Roland Mouzou, qui véritablement est en train de prendre la place de latéral gauche au sein de la sélection nationale. Ces joueurs qu'on a menés, les Emmanuel Lachman et autres qu'on a menés entre-temps, pourquoi aujourd'hui, sur les 2 derniers matchs des éperviers, ils n'ont plus été titulaires?
C'est parce que véritablement Roland Mouzou a fait ce que voulait le staff technique, ce que voulait Paulo Duarte. C'est pourquoi aujourd'hui il est titulaire à ce poste. Donc faites confiance à ce joueur-là, dites-lui, donnez-lui des consignes. Si oui, au premier match il ne peut pas le faire, au deuxième match il ne peut pas le faire, mais si vous continuez par lui dire des choses, ce qu'il doit véritablement faire, ce garçon, ce joueur peut le faire. Je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui. On avait voulu, quand Claude Leroy était venu, son intention était de refaire un tout peu les choses, mais lui, il a fait de manière brusque. Et aujourd'hui, on voit un tout petit peu le résultat qui est là. Il faut reconstruire cette équipe-là. Mais c'est petit à petit. Ce n'est pas en enlevant aussi immédiatement la graine qu'on aura que la nouvelle graine va pousser aussi rapidement. Je crois que c'est petit à petit, en arrosant, que ça peut venir. Donc, on peut... Si on fouille dans ce championnat-là, dans les clubs du Togo, on peut trouver des joueurs. Pas forcément. Voilà qu'on va chercher des joueurs qui sont en national ou en D5 quelque part, mais qui viennent et qui n'arrivent pas à donner. Qui ne constitue pas de plus-value. On va d'ailleurs écouter Paulo Duarte. Vous savez, le Togo a 10 matchs à venir dans les éliminatoires du mondial, mondial de football de 2026. Voilà. Ils sont combien dans le groupe? Il y a le Togo, il y a la RDC, il y a le Sénégal, les 2 Soudans et puis la Mauritanie. Ça fait 6. Donc, 10 matchs à venir en aller-retour. C'est peut-être, on va dire, une base pour préparer 2025. Mais on va écouter Paulo Duarte qui a envie de faire quelque chose. Un groupe divisé en deux, dans ma opinion. Un groupe qu'il y a Sénégal et le Congo, les 2 très bonnes équipes dans le football africain. 2 équipes qui sont toujours à un niveau supérieur, surtout le Sénégal. Le Congo est un peu intermittent dans cette dernière 3 à 4 ans aussi. Et une Mauritanie en pleine évolution, qui a 6 ans pour aujourd'hui a commencé à faire de bons résultats. Mauritanie qui est en pleine progression et 2 équipes d'un statut moins, c'est un statut inférieur, mais que la grande difficulté de ces 2 équipes, Soudan et Soudan du Sud, c'est le chaleur, c'est le climat. Une équipe qui normalement il y a 45 degrés sur son terrain et qui difficulte beaucoup la capacité physique et la résistance physique de l'adversaire. Et un Togo qui est en phase de reconstitution, le Togo qui est en phase de projection et qui va attaquer cette Coupe du Monde avec la maxime priorité, plus même que la CAN peut-être, parce que c'est une opportunité unique pour l'Afrique d'avoir 10 équipes ou 9 équipes sur une Coupe du Monde et tout le monde va rentrer avec cet objectif. Tout le monde va rentrer avec cet objectif. On va attaquer la compétition avec plus d'envie, d'ambition par rapport même aux éliminatoires de la CAN, dit-il. Ben, a-t-il raison? Oui, il rêve, il est permis de rêver. Oui, il est permis de rêver pour tout entraîneur. Et le Togo a été déjà une fois. Il va falloir réinscrire l'histoire. Et cela, je crois que Paulo Duarte a le droit de rêver. Raison pour laquelle je pense que c'est un gars très philosophique, il faut quand même le dire, par rapport à ses analyses. Vous l'avez écouté tout à l'heure, la façon dont il a apprécié chaque équipe, ce qui veut dire qu'il est en connexion permanente avec, le football africain, enfin dans le monde entier, pour pouvoir d'abord, vous savez, un bon entraîneur, c'est aussi un géographe, un psychologue, et par rapport à cela, savoir dans quel climat, tout ça là fait partie donc de son, qu'on appelle de son travail. Donc je pense que pour lui, vraiment pour arriver à la CAN 2026, c'est 4, non 2025, il faut surtout surfer sur ces matchs-là pour pouvoir préparer et arriver à cette CAN-là. Maintenant, il doit avoir des ambitions parce que c'est inscrit dans son contrat de pouvoir qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que ça exige à ce qu'il fasse donc de ces alternatives-là pour pouvoir arriver à un niveau donné. Maintenant, par rapport à ce que disait Grégoire tout à l'heure,
je suis bien d'accord avec lui par rapport comme on appelle, aux joueurs à l'époque, il y avait quand même un certain engouement au niveau donc, de ce football. Quand vous voyez pratiquement tous les joueurs, ils n'étaient pas trop au haut niveau, mais il y avait cette symbiose-là qui faisait que chaque joueur transcendait. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que nos joueurs sont plus, comme on appelle, connectés, avec des visages plus, je dirais, manquants. La question est de savoir est-ce que ces joueurs-là sont véritablement des Togolais qui veulent se donner pour leur équipe nationale. Je ne parle pas des binationaux, des joueurs nationaux. Je sais que parmi eux, il y a des joueurs qui sont vraiment décidés à faire comme tu le dis, c'est vrai. Maintenant, on va exhorter, au niveau donc de la programmation du championnat, de faire en sorte que nous puissions avoir... c'est l'année dernière, on avait joué un championnat comme un classique, mais tout cela doit comporter une étude scientifique en mettant en place une direction technique nationale qui soit vraiment à la hauteur donc, de l'ambition. Et c'est à partir de là que, avec tous ces techniciens-là, parce que vous savez, les entraîneurs seuls ne peuvent pas détecter les joueurs. Souvent, il y a des joueurs qui font peut-être 10 bons matchs et après... et ils se noient. Il y a des joueurs qui commencent petit à petit, mais qui vont comme une moteur diesel et qui vont en gradation. Donc, je crois qu'avec une direction technique nationale qui soit, qu'on appelle, qui est mise en place, et des structures palpables et fiables, je crois qu'avec tout cela permettra à aider l'encadrement technique, enfin l'entraîneur national, à avoir comme on appelle, des éléments nécessaires pour pouvoir greffer dans son équipe. Donc, sans cela, je crois qu'on va toujours aller à volo parce que la direction technique nationale, c'est un problème. Ce qui fait que le championnat ne démarre pas vite, les joueurs sont parfois coupés. Il y a tout ça là qui fait que peut-être l'entraîneur peut avoir toujours des difficultés. Maintenant, pour nous, vraiment faire confiance à des joueurs locaux, c'est de les motiver, de leur parler, de leur parler aujourd'hui. Ouais, à peu près. À voir Paolo Duarte et Grégoire Attignon, il est en train de rêver. C'est un peu la même situation qu'en 2004-2005, il y avait 6 équipes. Il y avait, souvenez-vous, Congo-Brazza, la Zambie, il y avait le Libéria, il y avait le Sénégal, il y avait le Congo-Brazza, le Mali. Oui, et le Sénégal. Voilà. Et aujourd'hui, on a le Sénégal encore, il y a la RD Congo, il y a la Mauritanie, les deux Soudans. Et puis, qui encore, voilà. La Mauritanie, la RDC. Il faut rêver. Moi, je dis, c'est vrai que le rêve est permis, mais si vous ne travaillez pas, soyez sûr que ce rêve ne sera jamais réalisé. Aujourd'hui, est-ce que l'équipe qu'on a, cette équipe est capable de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde? On me dira qu'en 2004-2005, l'équipe togolaise à l'époque n'était pas aussi une grande équipe, mais il y avait quand même une volonté de faire quelque chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement cette volonté-là? Cette équipe manque de grinta, de volonté, de combativité. C'est ce qui avait fait la force de la génération. Kader, Adebayor, Daré Agassa et tous les autres. Et autres. Oui. Donc, je le dis, il faut beaucoup plus travailler parce que chaque équipe travaille. Aujourd'hui, nous sommes dans la poule du Sénégal. Le Sénégal revenait à l'époque, en 2004-2005, de la Coupe du Monde également, où le Sénégal était même allé jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde. En 2002, Corée-Japon. Cette équipe du Sénégal avait battu le champion du monde à l'époque, en titre, la France, en match d'ouverture. Mais cette équipe sénégalaise a été battue ici à Lomé à la deuxième journée. Voilà que le calendrier, par hasard, le Sénégal sera encore sur la route du Togo à la deuxième journée. Après le Soudan, donc c'est le Sénégal qui vient ici à Lomé pour le compte de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on nous-mêmes, on a quel objectif pour cette qualification? Je l'ai dit tantôt. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller à cette Coupe du Monde ou de prendre ces éliminatoires pour préparer justement la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Même s'il faut prendre ces éliminatoires, ces qualifications du mondial pour préparer la CAN 2025, il faut beaucoup plus de travail. Rester les bras croisés. Aujourd'hui, on est en train de regretter nos qualifications pour la CAN 2024 parce qu'on avait l'opportunité. Il y avait quand même cette possibilité pour le Togo de se qualifier, mais
tout simplement, on avait voulu quand même changer l'équipe. Et aujourd'hui, on est à ce stade de la compétition. Si on a cette envie-là, il va falloir beaucoup plus se donner. Beaucoup plus se donner. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Grégoire Attignon, merci Prosper Agboklou. Sœur Vonelhomme, merci pour la vidéo. Kekujo, à très 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 bientôt.